les JO, même s'ils existent depuis plus de 130 ans, peuvent disparaître. On sous-estime à plus de 100% en fait les vrais coûts. Pour la première fois, on a pu voir que la durabilité se dégrade. On voit aussi que la jeune génération est beaucoup moins intéressée. Des jeux d'hiver qui sont attribués à l'Arabie Saoudite, c'est aussi une mesure de désespoir. Du coup, statistiquement, en fait, je dirais il y a une certaine probabilité qu'il n'y aura plus de JO dans 20 ans. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des Jeux Olympiques. Impact climatique, infrastructures pharaoniques et pertes économiques. Les Jeux Olympiques sont-ils compatibles avec un monde bas carbone ? Pour y répondre, nous recevons Martin Müller, professeur à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne, qui consacre ses recherches à la durabilité des grands événements sportifs. Bonjour Martin. Bonjour Maxime. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consistent vos recherches et comment vous avez commencé à travailler sur cette question des grands événements sportifs ? Pour moi, les grands événements sportifs, en fait, ça remonte presque 15 ans, mon attrait de recherche. En fait, j'y suis entré pas par des questions de durabilité et d'écologie, qui aujourd'hui présentent vraiment mon centre d'intérêt principal, mais par une piste un peu étrange, je dirais même, parce que j'étais spécialisé sur la Russie. Et à l'époque, quand j'ai cherché un nouveau thème de recherche, c'était en fait les Jeux d'hiver de Sotchi 2014 qui étaient d'actualité. Du coup, pour moi, c'était une manière en fait de valoriser ma connaissance de la langue russe, mon intérêt dans la Russie, et de le lier à un thème qui était aussi lié à la Suisse, qui est le pays où je suis basé, qui est aussi le pays où sont organisés, où se trouve le Comité international olympique qui organise le cadre général des Jeux. Et votre recherche, en quoi elle consiste concrètement aujourd'hui ? Et ma recherche aujourd'hui est consacrée à la durabilité des grands événements, surtout les JO, mais pas que. On regarde aussi la Coupe du monde du foot, qui est un peu, avec les JO, l'autre est vraiment, on dit parfois méga événement ou même giga événement, pour distinguer un peu ces deux événements qui sont vraiment encore plus grands que tous les autres auxquels on pourrait penser. Et quand je dis durabilité, ce sont les 3 volets de la durabilité qu'on centre. Donc, ce n'est pas seulement l'écologie qui est important, mais aussi des questions sociales et des questions d'économie, parce qu'on voit que très souvent, en fait, ce sont des événements qui sont perdants, qui font un déficit. Du coup, très souvent, ils ne sont pas durables au niveau économique non plus. Et ça remonte un peu, en fait, à ma formation de géographe, parce qu'en tant que géographe, on est toujours censé en fait à regarder l'interrelation entre l'être humain et la planète, et ça implique forcément des questions économiques, sociales, mais aussi environnementales. Comment ont évolué ces grands événements, ces méga événements, vous parlez même de giga événements, comment ont évolué ces grands événements sportifs ces dernières décennies en termes de taille, en termes d'exposition médiatique, en termes de visiteurs ? Ouais. Il faut dire que ces événements ont vraiment eu une évolution très marquante, et surtout en lien avec la modernité occidentale. La modernité occidentale, c'est un peu en fait la consommation de masse, la production de masse tout d'abord, la consommation de masse après. Donc il faut savoir que les Jeux olympiques qui existent maintenant depuis 120-130 ans ont vraiment pris l'essor avec les moyens de transport de longue distance, avec les paquebots en fait, tout d'abord, après l'avion, après la télévision de satellite en fait. Et tous ces développements ont permis en fait à ces événements de grandir, d'augmenter de taille, à la fois d'attirer plus d'athlètes, mais aussi beaucoup plus de spectateurs, parce qu'avec ce qu'on appelle la démocratisation d'avions dans les années 90-2000, où vraiment les prix des billets d'avion sont chutés, ça a vraiment amené aussi à une croissance de nombre de visiteurs. Voilà, et du coup, on parle beaucoup de la croissance qui est très marquant et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on est en train de voir un plateau un peu. Nos recherches le montrent en fait que peut-être les JO sont en train de stagner un peu,
et peut-être même perdre un peu en taille. Euh, mais c'est justement cette croissance en fait qui est assez problématique parce que très souvent c'est lié en fait à un emploi de ressources, une consommation de ressources de plus en plus conséquent avec chaque édition des CJO. Est-ce que vous pouvez prendre des ordres de grandeur qu'on se rende compte, par exemple, la taille du nombre de visiteurs, comment elle a pu évoluer, le budget, enfin voilà, quel ordre de grandeur vous pouvez nous donner pour qu'on se rende compte de l'évolution de la taille de ces événements? Ouais, en fait là il faut différencier et c'est assez intéressant. Si on parle des dernières 50-60 ans, le volet sportif de ces événements, donc tout ce qui est athlète, coach, etc., a peut-être doublé en taille. Tout ce qui est un peu média visiteur, ça dépend un peu, mais ça a peut-être triplé, quadruplé, donc ou x5. Et tout ce qui est un peu revenu et génération de revenus du coup, ça a vraiment dépassé parfois x10, x20 en fait, les valeurs qu'on connaissait il y a 50, il y a 60 ans. Donc ça montre aussi, ces chiffres montrent assez bien en fait que le noyau sportif dont on pense tout de suite quand on parle de ces événements est resté assez stable en fait. Et la croissance se fait un peu autour de la médiatisation, mais aussi dans la commercialisation de ces événements. Et pour avoir des ordres de grandeur je sais pas, des Jeux Olympiques de Rio, de Londres ou ceux qui sont attendus à Paris, ça mobilise combien de visiteurs, par exemple, ces événements? Ouais. Du coup, les ordres de grandeur, c'est les athlètes entre 10 000 et 12 000. Après, le nombre de personnes accréditées, tout le monde qui a une fonction officielle, que ce soit bénévole ou coach ou athlète, est accrédité. C'est autour de 400 000. Donc là, on est fois 40 par rapport au nombre d'athlètes. Et le nombre de visiteurs, c'est 10 millions, 12 millions, ça dépend un peu de... Donc pour Paris, c'est entre 12 et 13 millions qui sont attendus en fait. Et là, si on parle après de l'écologie aussi, ce qui est important aussi, c'est le moyen de transport en fait qu'utilisent ces visiteurs pour venir voir les Jeux. Justement, de manière générale, quand vous travaillez sur l'impact des Jeux Olympiques, sur l'impact environnemental, qu'est-ce que vous regardez? On pense au transport, au bâtiment. Quels sont les critères que vraiment vous regardez pour évaluer l'impact environnemental? Ouais. Nous, en tant que chercheurs, on est dépendant en fait des données qui sont disponibles. Et c'est en fait une caractéristique des grands événements qu'ils ne sont pas très transparents et pas très généreux en termes de données. Surtout si on veut faire une recherche historique pour connaître un peu l'évolution, ce qu'on nous on a fait. Du coup, nous, on est remonté jusqu'en 1992, en fait, les Jeux de Barcelone et d'Albertville. Et là, on a construit un modèle, en fait, qui avait comme condition qu'on devait trouver les données pour l'alimenter. Parce que sinon, le plus joli modèle du monde, ça ne sert à rien si vous n'avez pas les données. Du coup, nous, on est resté assez basique. On pourrait faire beaucoup plus complexe. Mais pour l'environnement, on a regardé 3 facteurs, en fait. Le premier, c'était le nombre de nouvelles constructions de stades pour un JO. C'est un assez bon indicateur de plusieurs choses. Ça consomme du CO2, ou ça émet plutôt du CO2. Ça va aussi artificialiser le sol. Ça va aussi employer des ressources naturelles limitées. Donc c'est pour ça qu'on a pris cet indicateur. Après, on a pris l'indicateur du nombre de personnes accréditées. Et c'est parce que ces gens doivent se déplacer, doivent être logés, etc. Et troisièmement, on a pris l'indicateur de nombre de billets vendus, ce qui est un bon indicateur en fait de nombre de visiteurs, qui eux aussi émettent du CO2, surtout en se déplaçant. Quels sont justement les Jeux Olympiques qui ont les pires scores en termes d'impact environnemental? Déjà, il faut distinguer peut-être Jeux d'hiver et Jeux d'été. Généralement, le Jeu d'hiver, parce que en partie, il se déroule en fait dans des conditions pristines, dans la nature, surtout quand on pense à des sports de neige. Ils ont un impact plus marqué.
que les Jeux d'été. Donc pour les Jeux d'hiver, les pires résultats qu'on a vus, c'était pour Sochi 2014 surtout, qui étaient des Jeux qui se déroulaient en partie même dans une zone protégée, une zone naturelle protégée, qui impliquait aussi en fait la création de toute une nouvelle station de ski. Sans beaucoup de contrôle en fait des dégâts environnementaux finalement. Et c'était aussi des jeux qui, donc là justement en termes de nouvelle construction, c'était assez conséquent. Après pour le jeu d'été, c'était Rio de Janeiro, donc on est en 2016 là. Que eux aussi avaient donné l'occasion en fait à des grandes nouvelles constructions. C'était aussi des jeux assez grands en fait, donc assez gourmands aussi en CO2. C'est aussi les jeux d'été qui ont eu le plus grande empreinte CO2 en fait de tous les jeux plus récents. Si j'ai bien lu vos articles, les jeux d'été sont plus émissifs en CO2 parce qu'il y a plus de visiteurs, même s'ils artificialisent peut-être un peu moins que les jeux d'hiver parce qu'il y a souvent moins de construction. C'est quoi les ordres de grandeur sur, par exemple, vous parliez des jeux de Rio, l'impact CO2 de ces événements-là? Donc à Rio de Janeiro, les chiffres qu'on a, c'est autour de 4,5 millions de tonnes de CO2 équivalents. Donc c'est grosso modo en fait les émissions d'une ville de 1,5-2 millions de personnes pendant une année à l'horizon de 2050. Donc à quoi on devrait arriver. Donc en 2050, on aurait un peu le choix, si on regarde ces jeux-là, soit d'organiser ces jeux, soit de faire marcher une ville, une grande ville, une métropole, pendant une année. Au contraire, quels sont les jeux qui ont été les plus efficaces d'un point de vue environnemental? Ça, c'était des choses qui m'ont beaucoup frappé quand j'ai lu vos travaux. Je ne m'attendais pas du tout à ce que certains Jeux Olympiques... En fait, c'est un peu contre-intuitif. Il y a des Jeux Olympiques qui sont plutôt relativement exemplaires, alors qu'on ne s'y attend pas. Ouais. Du coup, les plus exemplaires, mais là, il faut quand même dire que exemplaires, c'est juste les meilleurs de notre échantillon. Et dans notre échantillon, il avait en fait aucune édition des jeux qui était dans le top. En fait, les meilleurs, ça veut dire, OK, parmi une moyenne qui est assez mauvaise, ils étaient les meilleurs. C'était tout d'abord Salt Lake City, donc les Jeux d'hiver 2002. Et ce que nous a frappé, et c'est beau en fait parce que c'est finalement l'objectif de la recherche en fait de trouver des résultats surprenants. Mais souvent on confirme juste ce qu'on sait déjà, on confirme encore une fois. Et là on était vraiment frappé parce que c'était des jeux qui réclamaient pas du tout pour eux ce label d'être durable ou écologiquement correct. Pourquoi ils étaient ils étaient premiers en fait dans notre classement? Parce que ils utilisaient une grande partie en fait des infrastructures existantes. Ils avaient aussi un plan à long terme. Pour eux, ces jeux étaient un peu comme business as usual, un peu des affaires courantes. Et du coup, ils n'ont pas fait un grand état d'exception autour. Et ça a fait que même sans faire grand chose, ils se sont sortis plutôt bien. Et après, en deuxième lieu, on a les Jeux d'Albertville en 1992, les Jeux d'hiver, qui à l'époque en fait étaient beaucoup critiqués pour les atteintes aussi à l'environnement, mais où on voit en fait que, parce que c'était des jeux assez petits, il y a plus de 30 ans maintenant, ils étaient assez durables aussi en matière de consommation de ressources, par rapport aux jeux qu'on connaît maintenant un peu plus que 30 ans plus tard. Il y a un paradoxe que vous soulevez, c'est que, je crois, si je dis pas de bêtises, à partir de 92, la durabilité ou la soutenabilité, ça fait partie intégrante des objectifs des jeux. Et pourtant, vous écrivez, je vous cite, « Nos données montrent que malgré les mesures, la soutenabilité des Jeux Olympiques a diminué avec le temps. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On voit ça assez souvent en fait avec les JO, que le discours ou les promesses d'une part et la réalité de l'autre ne se concordent pas.
Ce qui s'est passé, c'est aussi quelque chose qui s'est passé un peu dans le monde entier plus généralement, c'est qu'on a pris conscience de la nécessité de changer quelque chose, de diminuer notre consommation de ressources, mais on n'y est pas encore parvenu en fait. Et on a un peu ce discours qui se fait aussi sur la nécessité de réduire les émissions, mais la réalité qui a du mal à rattraper. Et je dirais que c'est aussi le cas pour la question des accords de Paris, où les actions des États ne parviennent pas vraiment à mettre en œuvre cet accord. Mais on le voit aussi, et peut-être de manière encore plus marquée, avec les Jeux Olympiques, où les déclarations d'une part et la réalité d'autre part divergent de façon assez substantielle. Et c'est aussi un aspect que notre recherche a pu dégager, en fait. Pour la première fois, on a pu voir que la durabilité se dégrade, la tendance. Ce n'est pas le cas pour chaque édition de jeu, mais la tendance est vers la baisse, tandis que le discours est complètement différent. Alors, vous parliez tout à l'heure de la réutilisation des bâtiments, des stades, des piscines, des hébergements. Comment ce facteur a-t-il évolué depuis ces dernières décennies? Est-ce qu'on réutilise mieux les infrastructures? Je crois que dans la réutilisation des infrastructures, c'est là où on remarque quand même un changement d'esprit et de politique aussi de la part du CIO. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans les années 2010, pour Sochi, pour Rio de Janeiro, il a eu beaucoup de constructions neuves. Et des constructions neuves, en fait, qui restaient vides ou sous-utilisées après le jeu. Donc, du coup, vous avez eu des énormes dépenses, en fait, des énormes coûts pour ces jeux. Très souvent aussi des surcoûts. Et après coup, en fait, des stades sous-utilisés. Ça donnait de la mauvaise presse, une mauvaise image aussi pour les CIO. Et les CIO, il faut comprendre qu'ils commencent à agir, surtout quand l'image, qui est leur capital principal, c'est ça qu'ils vendent en fait aux sponsors, aux médias, quand cette image est atteinte en fait. Du coup, il a eu un changement de politique aussi au niveau du CEO pour vraiment encourager les villes hôtes de réutiliser les infrastructures existantes. Je crois qu'on voit pour la première fois à Paris 2024 que l'effet de cette politique, où il a eu très peu de constructions neuves. Par contre, il faut juste revenir en 2022, c'est Pékin, le jeu d'hiver, où toute une nouvelle station de ski a été créée, avec une ligne de train, aussi pour Rio de Janeiro, pour Pékin 2008, même pour Londres 2012. Il avait eu la construction du stade olympique qui était complètement neuf, où ils ont eu du mal pendant des années en fait à trouver un locataire par la suite de ces stades, parce qu'il faut savoir que c'est un stade athlétique qui convient assez mal en fait à l'utiliser comme un stade de foot. Et du coup, ils ont trouvé un locataire, un club de foot, mais qui demandait des modifications majeures en fait de ce stade. Ce qui a coûté plusieurs centaines de millions de livres en fait, pour ensuite y arriver. Donc c'est aussi il faut pas seulement chercher en fait dans les pays émergents en fait pour trouver des mauvais exemples. Justement, ces bâtiments qui ne sont pas réutilisés, ces grands bâtiments, on appelle ça des éléphants blancs. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça des éléphants blancs d'abord? Et est-ce que vous pouvez prendre des exemples de stades un peu iconiques de certains jeux ou d'installations pour les jeux d'hiver qui n'auraient pas été réutilisés? Je crois que l'éléphant blanc, ça vient d'Inde, si je me trompe pas, mais il faudrait que je regarde pour vous donner vraiment une source citable, qu'on aime bien le faire comme chercheur. Mais l'idée derrière, en fait, c'est un cadeau qu'on ne veut pas, mais qu'on reçoit tout de même. Et c'est très souvent, en fait, comment ces stades sont présentés, en fait, comme si c'est un grand cadeau. Et voilà, vous y avez un stade, soyez heureux. Et très souvent, c'est un cadeau un peu toxique parce que par la suite, ces stades génèrent, c'est pas seulement le coût d'investissement en fait, qu'il faut regarder, mais aussi le coût d'entretien. Et plus moderne un stade est, plus élevé sera le coût d'entretien. Et là, on parle entre 5 et 10% en fait, du coût d'investissement
qu'on doit investir annuellement en fait pour l'entretien. On rencontre ces éléphants blancs et dans les jeux d'été, mais également dans les jeux d'hiver. Dans les jeux d'hiver, un peu plus, parce que les infrastructures sont plus spécialisées. Donc, pensez seulement à, je sais pas, les trampolines de ski ou la piste de luge, par exemple. On ne peut pas les utiliser différemment. Donc, chaque pays a besoin peut-être d'une piste de luge professionnelle pour ses athlètes olympiques. Mais ça va être difficile de trouver une utilisation pour 3, 4 et 5 de ces pistes, finalement. Pour les jeux d'été, très souvent, ce sont les grandes infrastructures sportives comme le stade athlétique. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de remplir un stade très souvent, c'est 80 000 personnes, en fait, la capacité. De remplir un tel stade avec des spectateurs pour un événement athlétique. Pour le foot, ça va. Pour d'autres sports, ça va, mais ce sont d'autres formes de stade. Du coup, il suffit juste de regarder le stade le Nid d'Oiseau à Pékin, qui aujourd'hui qui est spectaculaire en termes d'architecture, mais qui peine en fait à trouver une utilisation rationnelle par la suite. On parle parfois de la malédiction des villes hautes, des villes qui surestiment les revenus générés par les Jeux Olympiques ou ces grandes compétitions sportives. Est-ce que vous avez un exemple de la manière dont évoluent ces villes à la suite des Jeux Olympiques ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une malédiction pour les villes hautes de ces événements ? Ouais. En général, il faut dire que l'impact des JO sur l'évolution d'une ville, même si ce sont des événements grands, globalement, il est quand même pas très important. Cette malédiction est plutôt à comprendre par rapport au rapport coût-bénéfice de ces jeux. Parce que normalement, aujourd'hui, si vous êtes politicien ou décideur, vous devez quand même regarder un peu, vous avez différents projets de développement, d'investissement à disposition dans une ville. Et typiquement, vous allez choisir ceux qui vous promettent le plus grand bénéfice pour un coût donné. Et c'est très souvent là, en fait, quand on parle de cette malédiction, en fait, parce que très souvent, les coûts sont sous-estimés. Il y a des recherches qui montrent que, en fait, en moyenne, je crois que on sous-estime à plus de 100%, en fait, les vrais coûts. Donc, c'est très souvent doublé, les vrais coûts des JO. Et en même temps, en fait, on surestime beaucoup les bénéfices. Et du coup, ça crée une situation où, en fait, on a des bénéfices assez limités pour des coûts assez exorbitants. Et ça, c'est quelque chose qui, parce que les prévisions sont souvent différentes au début, ça amène les villes à candidater pour ces jeux en pensant que c'est une bonne idée, ce sont des grands bénéfices, etc. Mais en fait, cet argent aurait été mieux investi dans d'autres projets. On a beaucoup parlé des bâtiments, mais effectivement, quand on parle de l'utilisation des bâtiments pour les installations sportives, etc., ça ne comprend qu'une partie des bâtiments. Souvent, on a l'impression que les villes et les États mettent au pot pour pouvoir refaire les infrastructures de transport. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie des coûts qui sont cachés et qui ne sont pas pris en compte justement par la seule idée de refaire des stades et des piscines, par exemple ? Ouais, vous touchez l'éternelle question en fait des grands événements plus généralement. Quel est le périmètre de coûts à prendre en compte? Et typiquement dans la recherche, on a un peu une convention où on parle de coûts relatifs au sport, sports-related costs. Et pour nous, le périmètre, ce sont les infrastructures qui sont strictement nécessaires pour le bon déroulement de l'événement. Donc, ce sont les stades, plus peut-être le media center, etc. Après, les infrastructures sont effectivement des coûts, parfois des coûts très conséquents. Il y a un argument pour ne pas le prendre en compte parce que normalement, ces coûts peuvent être très bien reportés ou amortisés en fait aussi par la suite pour d'autres activités. Donc là, la raison des jeux ou d'un événement pour la génération de ces coûts ce rôle est assez mineur. Et on voit très généralement que les projets de transport, par exemple,
sont le moins risqués par rapport à devenir un éléphant blanc. Donc normalement, les transports sont ainsi bien utilisés par la suite. Pas toujours. Il a des exceptions. Il a l'exception de Sydney 2000, par exemple, où ils ont fait une grande ligne de métro qui amène au parc olympique, mais qui par la suite n'avait pas besoin de cette énorme capacité, en fait, qu'on a construit pour les Jeux olympiques. Donc ça pourrait être un enjeu. Mais généralement, on établit le périmètre pour exclure, en fait, ces coûts-là. On a l'impression qu'il y a de moins en moins de villes candidates aux Jeux Olympiques. Est-ce que les maires ont entendu parler de cette malédiction des villes? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on voit de moins en moins de candidatures pour ces événements? Je dirais, il y a 5 ans, c'était vrai, ou peut-être il y a 8 ans, parce qu'il avait ces mauvais exemples des années 2010, qui effrayaient et qui montraient aussi le manque d'intérêt, en fait, pour des villes de ces événements. Du coup, il faut juste rappeler qu'au moment où Paris était élu comme ville hôte, il n'y avait qu'une autre ville, Los Angeles, qui était en lice pour la candidature. Et le CIO a fait un pas assez exceptionnel, en fait. Il a attribué deux jeux, ceux de 2024 à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient peur, en fait, que après plusieurs villes qui avaient qui avaient abandonné leur candidature, qu'ils allaient se trouver avec un seul candidat, qui est un peu au cas candidat, qui est vraiment le pire de cas. Et c'était le cas qu'une fois avant, c'était pour les Jeux d'été de Los Angeles 1984. Et très souvent, ce sont des jeux qui sont cités comme être assez positifs. Pourquoi? Parce que Los Angeles a pu négocier avec le CIO. Et ils ont négocié que, en fait, toutes les demandes du CIO soient minimes et qu'ils pouvaient, grosso modo, faire ce qu'ils voulaient, en fait, pour organiser le jeu, pour être le plus bénéfique pour Los Angeles. Par contre, si on revient sur la situation aujourd'hui, en fait, le CIO a changé le système d'attribuer les JO parce qu'il voyait en fait que cette concurrence n'allait plus. Du coup, maintenant, ils ont un peu des dialogues ciblés avec des villes potentielles. Et là, on ne sait plus combien il y a de candidats. On sait que pour les Jeux d'hiver, c'est très compliqué parce que avec le changement climatique, il y a de moins en moins de villes, aussi de stations d'hiver en fait, qui peuvent les accueillir ou pour lesquelles vraiment le sport d'hiver sont une priorité. Pour les Jeux d'été, je crois qu'il a quand même eu un tournant avec cette ouverture aussi du CEO de donner plus de pouvoir à la ville, en fait, de définir comment les jeux vont se présenter. Donc, on a Los Angeles, on a Brisbane pour 2032. Donc là, je crois que les soucis sont moins grands que pour les jeux d'hiver. C'est peut-être un point de vue très personnel, mais on a l'impression qu'il y a une forme d'essoufflement. On voit de plus en plus les jeux qui peuvent être contestés. Et on voit des choses qui sont un peu absurdes. Par exemple, l'organisation des jeux d'hiver en 2030 en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça vous inspire justement cet exemple précis? Ouais. Pour le jeu d'hiver, ça va être une question assez urgente parce que on parle aujourd'hui de jeux d'hiver 2038 qui pourrait être organisé en Suisse. Mais ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est la situation hivernale, en fait, en Suisse en 2038. C'est d'ici 14 ans. Quels vont être les hivers en Suisse? Quelles stations seront encore ouvertes? Quelle va être la demande aussi des gens par rapport à ces stations? J'ai cru lire à ce sujet que les glaciers suisses étaient condamnés quasiment d'ici la mi-temps du siècle. Enfin, le mi-temps du siècle. Oui, et du coup, donc c'est la chasse à la hauteur, donc on monte en altitude, mais si on monte en altitude, on monte aussi en fragilité écologique automatiquement. On doit aussi mettre de nouvelles infrastructures, de remontées mécaniques, etc.
Donc pour moi, concrètement, il faut une décision. Donc soit euh, on veut des jeux responsables, et dans ce cas, on doit changer aussi les sports qui sont inclus dans ces jeux d'hiver. On doit réévaluer parce qu'on a quand même une tendance vers les sports plutôt urbains, même pour les sports d'hiver, qui se pratiquent au milieu urbain. Et on voit en fait que des jeux d'hiver qui sont attribués à l'Arabie Saoudite, c'est aussi une mesure de désespoir, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment soit l'intérêt, soit la possibilité de les accueillir ailleurs. Donc pour moi, il faut des décisions assez conséquentes finalement, de dire, OK, quels sont les sports qu'on veut, quelle est aussi la mesure des technologies qu'on veut mobiliser. Parce que c'est clair, on peut faire tout, peut créer de la neige artificielle, on peut aussi avoir des grandes halles couvertes où on crée de la glace. Mais à un moment donné, on perd aussi les gens et la population. Et c'est ça les mots critiques, hein. Dans vos articles de recherche, alors vous n'êtes pas un très grand nombre de chercheurs à travailler sur ces questions-là, mais c'est des questions qui sont intéressantes. Et plusieurs fois est revenue l'idée de peak event, l'idée d'un pic de ces événements sportifs, c'est-à-dire qu'on aurait atteint un maxima et qu'en fait la taille de ces événements va plutôt baisser. Est-ce que vous pouvez nous expliciter cette notion? Pourquoi vous pressentez? Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'on atteindrait peut-être ce pic? Ouais. Il y a plusieurs raisons pourquoi on pense dans notre équipe de recherche que on pourrait être proche de ce pic. Euh, donc, premièrement, ce sont un peu les chiffres en fait. Donc, on a fait des recherches sur différents indicateurs de taille des grands événements. Et on a vu, au moins pour les JO, que plus les indicateurs sont en train de stagner, en fait, ou d'arriver à un plateau, peut-être de baisser un peu. Comme le nombre de visiteurs, par exemple, comme aussi les revenus qui sont créés. Donc c'est d'une part une observation empirique. Et par la suite, on a cherché en fait d'expliquer d'où pourrait venir en fait ce plateau, parce qu'on a vu une croissance phénoménale depuis plusieurs décennies. Et on s'est dit, il a plusieurs raisons peut-être. Il a une raison en fait que cette modernité occidentale qui a permis la croissance de ces jeux est aussi en train de s'achever. Et on a vu aussi les limites de cette modernité dans la surconsommation, dans la surémission aussi des CO2. Et du coup, ça fait que, en fait, on voit aussi un peu la limite de la taille, de la croissance de ces jeux. On voit aussi que la jeune génération est généralement beaucoup moins intéressée en ces jeux. Et ça fait aussi une baisse de revenus. Comment ça, vous l'observez? On l'observe à la consommation surtout des retransmissions en fait des différents sports, des retransmissions qui souvent sont accessibles que dans la télévision payante en fait, ce qui n'est pas du tout adapté à la jeune génération. Normalement, on regarde déjà pas la télé, c'est le streaming et on va pas payer, on veut quand même des contenus gratuits aujourd'hui. Mais ceci sont aussi les disciplines de sport, en fait, qui représentent un peu les sports qui étaient à la mode il y a 40-50 ans, des sports d'élite aussi, qui ne parlent plus à la jeune génération. Il y a eu une grande tendance vers les sports urbains qui ne sont pas représentés, le sport de fans aussi, qui ne sont pas bien représentés dans les JO. C'est-à-dire le football, le rugby, ce type de sport? Oui, ou le parcours, qui est un sport urbain qui se pratique assez librement, en fait, où il n'y a pas forcément toujours des grandes associations mondiales qui sont derrière, qui font du lobbying pour que ça devienne olympique aussi. Oui, le parcours, juste pour expliquer, c'est une sorte d'escalade acrobatique en milieu urbain. En milieu urbain, exactement, ouais. Et voilà, et c'est pour ça que le Comité international olympique est certainement conscient en fait qu'ils sont en train de perdre la jeune génération, une jeune génération qui est aussi sceptique par rapport à ces grands événements mondialisés et qui est de plus en plus en fait aussi conscient et capable en fait de lire les implications en matière de réchauffement climatique, etc. de ces événements.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de saturation dans le sens où on a vu, par exemple, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les Coupes du Monde, que les Coupes du Monde se sont agrandies, c'est-à-dire qu'on fait des Coupes du Monde féminines, mais on fait aussi des Coupes du Monde avec de plus en plus d'équipes. Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène de saturation, de sursaturation de grands événements sportifs? Est-ce que c'est un facteur? Ouais, ouais, c'est un peu en anglais, on dirait one milks the cow until it's empty. Ouais. On traite la vache et à un moment donné, il n'a plus de lait en fait. Et c'est ça qu'on voit. Et tous les événements qui existent veulent devenir encore plus grands pour avoir plus de revenus. Il y a de nouveaux événements qui cherchent à s'établir et le marché à un moment donné est saturé. On voit aussi que de moins en moins de gens ont un intérêt de se déplacer pour être dans un stade. Ils sont surtout après Covid, en fait, ils sont plutôt dans un état d'esprit de regarder à la télé le match, ou peut-être sur le portable, mais pas forcément dans le stade. Mais il y a effectivement cette concurrence, en fait, sur un marché assez limité finalement, parce que le marché qu'on a pour ces grands événements, c'est notre attention. En fait, ils gagnent de l'argent sur notre attention qu'on leur consacre en regardant un match, une épreuve. Et notre attention est limitée. On n'a que 24 heures par jour et on ne peut pas regarder 2 événements ou 3 événements en même temps. Du coup, il faut faire un choix. Et c'est ça qu'on voit aussi avec ce pic événement qu'on a décrit. Si on regarde la manière dont sont financés les Jeux Olympiques, il y a une petite partie qui est la billetterie, une grande partie les sponsors et l'autre grande partie c'est les droits de retransmission télé. Ce qui est frappant, c'est quand on voit les sponsors, les noms des sponsors, c'est des sponsors gigantesques et souvent c'est pas forcément des entreprises très vertueuses. Comment les villes intègrent ça justement dans leur réflexion de faire des jeux plus propres? Est-ce que c'est des choses qui sont intégrées typiquement au bilan carbone? Parce que on peut évidemment prendre en compte les bâtiments, les visiteurs, mais l'incitation à acheter à travers les sponsors, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte et comment les villes gèrent ce paradoxe aussi? Pour les villes, il faut tout d'abord dire en fait que leur prise sur la sélection de sponsors est assez limitée parce que une partie de sponsors vient du CIO, donc c'est le sponsor qui font partie des JO sur plusieurs éditions et qui très souvent, oui, sont des sponsors qui sont pas du tout écologiquement responsables. Mais c'est justement aussi la raison pourquoi ils cherchent à être associés avec les JO aussi pour améliorer leur réputation. Le CIO pourrait aussi choisir d'autres sponsors et je m'attendrais en fait qu'ils aient aussi une charte par rapport à ça. Ils sont souvent critiqués par le choix de sponsors. Mais typiquement, il faut dire plus un sponsor a besoin un peu d'une amélioration d'image, plus ils seront prêts à payer en fait. Et du coup, pour le CEO, il a aussi un peu une question de OK, est-ce qu'on donne la priorité à l'argent ou à la durabilité finalement? Et après, il y a les sponsors nationaux en fait qui souvent sont choisis en fait par le comité d'organisation. Et là, c'est le même choix qui s'opère en fait. Est-ce qu'on va dire non à un sponsor qui vous offre 50% plus d'argent? Et si on fait ça, d'où va venir cet argent qu'on n'aura pas? Et du coup, c'est un peu presque un test, je dirais. En anglais, il y a le proverbe put your money where your mouth is. Donc, investir là où selon ton discours, en fait. Et ça revient à ce que je disais, en fait, au début, qu'il a le discours et la réalité, les deux ne se rencontrent pas forcément. Dernière question sur cet aspect. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. Vous avez aussi réfléchi aux solutions potentiellement. Dans la communauté, cette petite communauté de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on pense qu'on va vers une disparition de ces événements? Est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui pensent qu'on peut continuer à avoir ces événements dans un monde bas carbone? Et dans ce cas-là, quelles en seraient les solutions ou les pistes de solutions éventuelles? Écoutez, on a toujours tendance, si on travaille sur un sujet, de ne pas anticiper sa disparition.
Mais c'est un biais, en fait. C'est un biais parce que les JO, même s'ils existent depuis plus de 130 ans, peuvent disparaître. Et en fait, si on regarde, il y a très peu d'entreprises, par exemple, ou d'organisations plus généralement, qui existent depuis 130 ans. C'est assez exceptionnel, en fait, la durée de survie des JO dans notre monde qui change quand même. Du coup, statistiquement, en fait, je dirais, il y a une certaine probabilité qu'il y aura plus de JO dans 20 ans, qu'ils disparaissent. Est-ce que je souhaite qu'ils disparaissent? Non, je souhaiterais qu'ils changent, mais qu'ils changent radicalement, et beaucoup plus que ce qu'on a vu aujourd'hui. Et en matière de carbone, surtout, je crois Paris, c'est un bon premier pas. Donc, on voit une réduction par rapport aux jeux précédents. Oui, l'objectif, c'est de réduire d'à peu près de moitié. Ouais, donc c'est à peu près la moitié de Londres 2012 qu'on vise. Après, d'ici 2050, il faut réduire de 90% finalement. Donc on vise un empreinte carbone à terme qui est beaucoup plus bas encore que celui de Paris. Mais par contre, je suis optimiste parce que on a en fait tous les moyens pour y arriver. C'est pas du tout impossible. Et si on regarde le noyau sportif qui est en fait à la base de ces événements est assez petit et pas très gourmand en termes de CO2. Et en fait aussi le modèle économique des jeux, il reste en fait sur la retransmission et le sponsoring, surtout. Et en fait ces deux sources de revenus seraient pas énormément touchées si on envisage des jeux bas carbone. Qu'est-ce que c'est des jeux bas carbone? Ce sont des jeux avec des spectateurs qui sont plutôt régionaux ou locaux, en fait, qui viennent pas en avion. Ça veut dire des stades plus petits. Ça veut dire qu'on peut travailler avec les stades qui existent déjà. On n'a pas besoin de nouveaux stades. Donc tout ça va en fait dans le bon sens. Et si on évite pour la plupart les déplacements en avion, pour la plupart les nouvelles constructions, et si on a des événements plus petits qui se reconcentrent en fait sur le sport, on y est à une réduction de 90%. Et on n'aurait pas besoin en fait de renoncer à ces jeux. On pourrait toujours les regarder soit à la télé, soit dans des fan zones dans le monde entier. Il y avait cette idée de pouvoir le faire dans les villes tournantes. Quel serait l'intérêt de le faire dans quelques villes qui, tous les 4 ans, échangeraient le fait de faire les JO? L'intérêt serait d'éviter en fait les coûts d'infrastructure parce qu'on aurait les transports, les stades, les hébergements. Et on aurait aussi une certaine routine en fait dans l'organisation parce qu'il faut quand même s'imaginer que pour une ville aujourd'hui, les JO sont l'un des projets les plus complexes qu'on peut attaquer. Et on est toujours débutant parce que voilà, les derniers Jeux de Paris, ils datent de longtemps. Il y a 100 ans, ouais. Ouais, presque plus de 100 ans. Donc voilà. Et donc on éviterait ces coûts en fait. Et on pourrait beaucoup mieux rentabiliser un investissement qu'on aurait fait déjà une fois. C'est ça. L'espoir serait aussi de peut-être réduire un peu les déplacements en avion parce que les gens pourraient rester un peu dans leur coin de monde et aller à ces jeux-là quand ils viennent dans leur coin. Mais c'est un peu hypothétique et c'est pas du tout prouvé en fait que ce serait comme ça. L'autre concept qu'on regarde maintenant dans certains autres grands événements comme le Commonwealth Games. Les jeux du Commonwealth, donc les jeux des anciens États liés au Commonwealth et donc à la couronne britannique. Exact. Qui envisage en fait un jeu avec plusieurs satellites en fait. Donc des jeux qui ne sont pas centrés sur une ville mais délocalisés sur plusieurs villes dans le monde entier du Commonwealth, de l'ancien empire britannique. Avec pour idée en fait de diffuser un peu cet événement, de impliquer tout le monde, de vraiment aussi créer un peu de l'excitation dans plusieurs pays. Et aussi, encore une fois, localiser les jeux où il y a les infrastructures. Donc s'il y a un super stade de foot dans une ville, voilà, les compétitions de foot vont aller là. S'il y a une super, je sais pas, piste de ski quelque part, voilà, ils vont aller là. Donc c'est dans cette optique en fait
qu'on pense à ces délocalisations. Dernière question sur les sujets climatiques, environnementaux, écologiques. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important qu'on n'aurait pas abordé sur ces très grands événements sportifs? Non, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez bien lu mes articles. Martin Muller, un grand merci d'être venu au micro du Green Letter Club. Merci Maxime.